Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Corinne Morel-Darleux. Corinne Morel-Darleux est militante écosocialiste. Après une première vie de consultante, elle change de voie pour la fonction publique et est désormais conseillère régionale dans la Drôme. Pour moi, l'écologie, elle est forcément et foncièrement anticapitaliste et elle s'inscrit même, alors je sais que ça fait toujours hurler certains quand je dis ça, mais elle s'inscrit pour moi dans la lutte des classes, c'est-à-dire qu'elle est même en train de la réactiver. Chroniqueuse régulière pour le site Reporter, elle est l'auteure du livre « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », réflexion sur l'effondrement. Un ouvrage catégorisé comme essai qui raconte avec poésie et finesse son cheminement intellectuel et militant. Elle y exprime sa vision du monde et des combats à mener sur un fil tendu entre profonde lucidité, enthousiasme de la lutte et esthétique de l'action. Ce qui vraiment me fait tenir, c'est effectivement cette notion de dignité du présent. Parce qu'en réalité, il y a plein de combats qu'on mène, pas parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, mais simplement parce qu'on pense qu'ils sont justes. Face à la multitude de crises qui détruisent le monde et assèchent l'avenir, il est nécessaire de remettre en cause notre façon d'être et d'agir, de questionner le sens de nos existences et de se réancrer dans les brèches de beauté et d'honneur qui demeurent encore. J'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. J'ai pas envie de dire il faut qu'on reste en dessous de 1,5 degré. Je pense qu'à cet objectif-là, il est mort. Mais ça veut pas dire que la lutte s'arrête. Ces réflexions à la portée individuelle et collective sur l'écologie, le capitalisme et la culture de résistance à développer sont tissées de plusieurs fils rouges et de très belles références, autour notamment du navigateur Bernard Moitessier et de Romain Gary. Nous avons parlé d'écologie et de radicalité, de lutte collective, du refus de parvenir et de la dignité du présent. La meilleure consolation, c'est l'action, effectivement, et justement de ne pas rester uniquement dans l'émotion individuelle et de passer à l'action collective. Corinne Morel-Darleux, bonjour. Bonjour. Ton premier livre est paru il y a quelques mois, qui s'appelle « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». C'est un essai à la première personne qui est assez poétique, qui mêle une réflexion personnelle, philosophique et éthique face à l'effondrement en cours et à venir de notre monde et qui se dévoile un petit peu comme un journal intime. C'est aussi un livre qui est sur une ligne de crête entre la lucidité un peu accablante qu'il faut avoir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui permet aussi de s'attarder à trouver la beauté dans les brèches de ce monde effondré. Je voulais d'abord savoir comment est né ce livre et comment tu en es venu à toutes ces réflexions, parce que j'imagine que c'est un assez long chemin intellectuel. Alors, effectivement, je pense que c'est le résultat de tout un parcours, parce que c'est pas complètement par hasard si ce livre il arrive à ce moment-là de ma trajectoire, parce qu'il arrive au moment où je fais un peu le bilan en quelque sorte de 10 années de militantisme, de mandat régional, d'appartenance à un parti et tout ce qui va avec en fait. Donc ça a probablement joué dans le besoin de mettre de la poésie, de l'intimité, de la littérature et de pas être uniquement justement dans le politique et l'activisme. Et donc voilà, il arrive à ce moment-là comme une forme de bilan d'étape, on va dire. On peut parler du titre d'abord. C'est un titre qui est assez puissant, qui fait, je crois, référence à un adage marin. Ouais, tout à fait. Alors, c'est un titre qui a été très compliqué à trouver. En fait, je crois que j'ai même mis plus longtemps pour trouver le titre que pour écrire le livre. Parce que c'est hyper difficile comme exercice, en fait, de trouver un titre à un livre qui est pas un essai avec une thèse, quoi. Et du coup, à un moment de mes recherches, je suis allée sur des sites de marins, de voiles, chercher du côté des proverbes, des adages. Et il y en a un qui revient souvent et qui est d'ailleurs souvent attribué à Bernard Moitessier, qui est un navigateur
sur lequel s'ouvre justement le livre, qui est l'exact inverse de mon titre, c'est-à-dire qui dit qu'il vaut mieux flotter sans grâce que couler en beauté, ce qui, d'un point de vue marin, s'entend tout à fait évidemment. Et donc, voilà, je me suis amusée à l'inverser parce que pour le coup, ça me semblait plus proche de mon propos. Et en plus, cerise sur le gâteau, il se trouve que quand j'ai du coup fait une recherche sur plutôt couler en beauté pour voir quelles étaient les occurrences de cette expression, la seule autre occurrence que j'ai trouvée, c'est dans un livre de Romain Gary, qui est le deuxième pilier du livre. Donc, j'ai pris ça pour un signe, comme quoi c'était enfin le bon titre. Et dans ce titre, on comprend que c'est pas parce que tout semble au pire niveau de catastrophe qu'il faut abandonner la beauté et la dignité. Avec ce livre, quelle était ton intention de départ ? J'avais pas vraiment d'intention particulière. D'ailleurs, en fait, au départ, j'ai passé 3 semaines bloquée devant mon écran parce que j'arrivais pas à mettre au point un plan. Et j'ai fini par me dire, il faut que je commence à écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire sans savoir où j'allais, en fait. Mais j'avais, par contre, l'envie d'écrire et de partager, en fait, des réflexions. Et je crois que mon souci principal, en fait, avec ce livre, c'était vraiment d'amener les lecteurs et les lectrices à se poser des questions, davantage qu'à leur apporter des solutions que, d'ailleurs, j'ai pas moi-même. Et j'avais l'intuition qu'on était probablement nombreux, en fait, à avoir les mêmes types d'inquiétudes, les mêmes types d'exigences et du coup les mêmes types de questionnements. Et notamment sur cette question, effectivement, de la dignité. Moi, je suis très inquiète et très attristée, en fait, de cette espèce de dévissage culturel généralisé que je perçois dans la société qui m'entoure. Et du coup, voilà, c'est aussi ça que je voulais venir questionner. Sur le constat un peu écologique au sens large, quelle distinction tu fais, toi, entre les catastrophes et l'effondrement ? Alors, c'est justement, c'est bien que tu le dises comme ça parce que c'est souvent ce que j'utilise pour essayer d'expliquer de quoi on parle quand on parle de l'effondrement. C'est ce passage du pluriel au singulier. C'est-à-dire que des effondrements, effectivement, il y en a eu, il y en a en ce moment même. Mais ce dont on parle là, c'est de l'effondrement au singulier. C'est comme le Big One des Californiens pour les séismes. Et c'est voilà la possibilité, le risque d'une rupture systémique à l'échelle de la planète. Et c'est vrai que il y a plusieurs facteurs de risque aujourd'hui, plusieurs facteurs aussi de vulnérabilité de la société. On parle de plus en plus du risque d'une nouvelle crise financière potentiellement plus importante même que celle de 2008. On parle aussi du fait qu'on est dans une société ultra connectée, mondialisée, avec du coup un facteur de vulnérabilité et un risque d'effet domino lié à cette interconnexion. Donc il y a plein de facteurs de risque potentiels, mais c'est vrai que les questions de climat et de biodiversité ont quand même pris une grosse longueur d'avance, en tout cas en matière d'impact et de destruction déjà en cours, quoi. Pour revenir au navigateur Bernard Moitessier, donc qui est un peu un des fils rouges du livre, comment tu es tombé sur lui et est-ce que tu peux en dire 2 mots pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre? Alors Bernard Moitessier, donc c'était un navigateur et il y a pile 50 ans, en 1969, il était en passe de remporter la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure. C'est voilà un récit qu'il raconte dans son livre, son carnet de bord qui s'appelle La Longue Route. Et il se trouve qu'à quelques encablures de la ligne d'arrivée, Moitessier se rapproche d'un paquebot, il prend son lance-pierre, il catapulte un petit message où il explique qu'il ne va pas rentrer, qu'il ne va pas franchir cette ligne d'arrivée, qu'il renonce en quelque sorte à la victoire. Et de fait, c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'il va changer de cap, il va continuer jusqu'au Pacifique et s'installer à Papeete, où il va avoir d'ailleurs un engagement, un militantisme sur la défense de l'environnement assez important. Il va beaucoup
lutter contre les essais nucléaires dans le Pacifique, contre la bétonisation du petit port où il a trouvé refuge. Il va écrire à l'ensemble des maires de France pour les inciter à planter des arbres fruitiers. Et il va sortir tout ça d'une critique assez féroce de la société marchande, consumériste. Donc forcément, je me suis beaucoup retrouvée dans cette histoire de Moitessier que j'ai découvert, je crois, au tout départ. Je crois que c'était un petit article dans CQFD, il me semble, qui faisait un dossier spécial sur le refus de parvenir. Et il y avait un petit article sur Moitessier que j'avais lu avec intérêt, mais que j'avais laissé un peu de côté. Et il se trouve que j'ai un ami qui récemment a décidé de vendre toutes ses possessions matérielles pour s'acheter un voilier et partir en mer. Ça m'a refait penser à Moitessier. Et donc, voilà, ça a été le point de départ de ce livre. Justement, alors ce refus de parvenir, donc c'est un des principes qui structure le livre. Je crois que c'est un principe qui a d'abord été pas mal développé dans les milieux libertaires, anarchistes. Oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux dire pour toi qu'est-ce que ça recouvre cette idée de refus de parvenir ? Alors effectivement, c'est une notion qui a été pas mal étudiée dans les milieux libertaires depuis le début du XXe siècle, hein, donc ça commence à avoir une petite histoire quand même. Et au départ, dans ces milieux-là, le refus de parvenir répond plutôt au fait que dans un contexte de lutte des classes, en fait, la classe dominante va aller piocher les meilleurs éléments, entre guillemets, des classes populaires pour les happer dans leur système et les mettre au service, justement, de la production, du système capitaliste, etc. Et donc, le refus de parvenir était une forme de loyauté à sa classe, de refuser la gloire, les honneurs et le fait de se faire récupérer, justement, par les dominants. Et du coup, moi, j'avais envie d'élargir un petit peu ce concept et de le réactualiser parce que aujourd'hui, on est dans des conditions, notamment sur la question écologiste, qui ont évidemment évolué depuis le début du XXe siècle. Et que du coup, le refus de parvenir, c'est aujourd'hui aussi un refus de l'accumulation matérielle, par exemple, qui, on le sait aujourd'hui, épuise un certain nombre de ressources, pollue et participe de l'émission des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Donc, il y a à la fois une dimension de dignité personnelle à ne pas tout accepter sous l'injonction sociale, ou à ne pas tout accepter sous prétexte que c'est gratuit ou que ce serait offert, en rappelant qu'il y a aussi beaucoup de colis piégés du système et des cadeaux qui parfois n'en sont pas, notamment dans le milieu professionnel. Et puis aussi une forme effectivement d'éthique à se poser la question personnelle, intime, de savoir ce dont on a vraiment besoin ou ce dont on a vraiment envie, parce que moi j'ai envie de garder cette notion d'envie, mais une envie qui nous soit propre, qui soit singulière et pas dictée par la mode, les magazines, la publicité et ce qu'on nous intime de consommer. C'est pour autant très en décalage par rapport à la marche du monde telle qu'elle se fait aujourd'hui, quoi. Ah, mais c'est totalement en décalage. C'est totalement en décalage et c'est d'ailleurs pour ça que ça me semble intéressant de réhabiliter cette idée du refus de parvenir. C'est parce que justement, en fait, c'est tellement à contre-courant de la société, de compétition, du mythe de l'ascension sociale, etc., que ça en devient subversif. Alors qu'au départ, ça devrait être juste de l'ordre de l'éthique personnelle. Et en fait, ça devient quasiment un acte politique, tant c'est effectivement à contre-courant de l'idée dominante, quoi. Et comment tu penses que des personnes qui sont prises dans la vie quotidienne, le monde normal, on va dire, qui n'ont pas forcément pris le temps de faire justement un pas de côté, comment peut-on transmettre ces idées, enfin cette idée que on peut s'arrêter pour refuser des choses aussi? Ben, c'est une question qui m'a beaucoup agitée pendant l'écriture du livre. C'était de savoir si en fait j'avais
presque le droit de parler de refus de parvenir, alors que plein de personnes, en fait, manquent de tout et sont dans des situations de grande précarité, d'injustice sociale. Et si finalement ce n'est pas un propos de privilégié, parce que pour refuser de parvenir, encore faut-il en avoir la possibilité, quoi. Et du coup, voilà, j'ai essayé de développer dans le livre aussi toute une réflexion sur la question des conditions matérielles d'existence. Et j'en suis arrivée finalement à la conclusion que le refus de parvenir ne pouvait pas être réservé justement aux classes privilégiées et qu'il y avait plein de manières en fait différentes de l'exprimer et d'aller chercher ces petits interstices de liberté et de dissidence. Ça prend évidemment des formes différentes selon selon les contraintes des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes possibilités. Tout le monde n'a pas non plus forcément envie d'aller gratter la terre au fin fond du Vercors. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est même presque pas tant le résultat que le processus, ce processus de délibération et d'intention. Comme je le dis aussi à un moment dans le livre, pour reprendre l'exemple de Moitessier, si à l'issue de son dilemme et de son questionnement intérieur, il avait finalement décidé de rentrer et de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, sa décision aurait été, alors certes, peut-être elle aurait eu un peu moins de panache, mais elle aurait été tout aussi respectable, parce que ça aurait été le résultat d'un choix d'esprit libre, quoi. Et du coup, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réintroduire cette dimension. Et après, ça produit des effets qui sont évidemment très variables selon les individus, selon leurs conditions d'existence. Mais je crois vraiment que à tous les niveaux et dans tous les cadres, il y a des moments, des possibilités qu'il faut aller arracher, de dire non et de faire ses pas de côté. Tu dis dans le livre, il est vain de prétendre changer le monde et de le sauver, mais nous pouvons au moins tenter d'en préserver la beauté, en gage de notre humanité, avant d'avoir tout saccagé. Et du coup, derrière ça, il y a aussi la question de faire sa part. Où est-ce qu'on place notre ambition dans nos actions écologiques ou autres du quotidien? Et je trouvais assez intéressant justement l'idée que face à aussi une écologie dominante qui est assez culpabilisante vis-à-vis des consommateurs, des citoyens, etc. Faire sa part, en fait, c'est la moindre des choses, en étant conscient que notre impact est finalement assez limité, ne pas mettre trop d'ambition dans ces petites actions du quotidien. Comment t'en es venu à développer cette réflexion sur les petits gestes Alors moi, je fais plutôt partie des personnes qui, depuis 10 ans, pointent en fait toutes les limites de ces petits gestes. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas les faire. Comme tu dis, c'est la moindre des choses. Pour moi, ça fait partie d'une éthique implicite que d'être attentif à la manière dont on nuit aux autres, aux vivants, à l'environnement, etc. Par contre, j'en fais pas un programme révolutionnaire, quoi. Il faut être très clair sur les objectifs, quoi. Pour moi, ces petits gestes, c'est effectivement le minimum qui permet de se regarder dans la glace et puis de continuer éventuellement à porter un discours politique sur cette question-là. Par contre, prétendre que par des petits gestes, on va avoir un effet de contagion qui va permettre de sauver la planète ou de renverser le système, pour moi, ça, c'est pour le coup une illusion au mieux et un mensonge au pire. Donc il faut être très clair. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les balayer du revers de la main. Voilà, c'est nécessaire mais non suffisant, quoi, on va dire. Mais ça va aussi, le côté faire sa part, ça va aussi souvent avec une écologie complètement apolitique, qui est détaché d'une analyse plus générale et qui permet aussi de se rassurer à bon compte, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je développe aussi beaucoup dans le livre une critique justement de cette espèce de forme d'écologie intérieure qui se réclame de l'apolitisme et qui refuse de prendre parti. Et comme je le dis souvent, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut se préoccuper de son cosmos intérieur sans se préoccuper des océans de misère qu'il y a autour.
et sans accompagner ça d'un engagement politique. Alors je dis politique, c'est pas au sens partidaire, mais au sens de faire le lien avec le comportement des multinationales, avec les intérêts économiques, avec l'organisation du système capitaliste, avec l'organisation de la démocratie représentative aussi telle qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas en ce moment, avec les décisions qui sont prises voilà, dans les conseils d'administration au niveau de l'Union européenne ou au Parlement national. Donc moi aujourd'hui se dire apolitique dans ces conditions-là me semble totalement incorrect en fait par rapport à la posture écologiste et même éco-socialiste puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur l'éco-socialisme qui vise justement à réconcilier la question sociale et la question environnementale en partant du principe qu'en réalité la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur ces deux dimensions-là elle puise aux mêmes causes et que donc la réponse qui doit y être apportée doit être systémique. Ça m'amène à poser des questions d'un peu de définition, parce que je pense il y a des flous qui sont entretenus volontairement autour des définitions des mots. Pour toi, c'est quoi la définition de l'écologie ? En fait, c'est un peu la raison pour laquelle je préfère parler d'écosocialisme que d'écologie, parce qu'effectivement, dans l'écologie... Enfin, je veux dire, on nous a tellement mis l'écologie à toutes les sauces que aujourd'hui, ça devient compliqué presque de s'en réclamer sans préciser. Et pour moi, l'écologie, elle est forcément et foncièrement anticapitaliste et elle s'inscrit même, alors je sais que ça fait toujours hurler certains quand je dis ça, mais elle s'inscrit pour moi dans la lutte des classes, c'est-à-dire qu'elle est même en train de la réactiver. Quand on voit aujourd'hui d'abord sur les causes de la situation, tout le monde ne porte quand même pas la même responsabilité de l'endroit où on est aujourd'hui. Ensuite, tout le monde n'est pas victime non plus de la même manière des premiers impacts. Les premières victimes, c'est comme d'habitude les plus précaires, c'est les femmes, les petits paysans du Sud, les habitants des quartiers populaires qui sont coincés à côté des usines Céveso, à côté des axes routiers et qui subissent de plein fouet la pollution. C'est les petits paysans du Sud, etc., etc. Et en plus, on sait, enfin, les estimations de la Banque mondiale sont très claires par rapport à ça. Ils disent, eux, c'est 100 millions de personnes supplémentaires qui vont basculer dans la précarité à cause du dérèglement climatique d'ici 2030. Donc on a ce panorama. Et on a en plus le fait qu'aujourd'hui, on assiste à une forme de sécession des plus riches qui, eux, commencent à se mettre à l'abri. Tous les bunkers et les îles artificielles dont on a entendu parler. Mais de manière plus générale, c'est par exemple l'agence Pinkerton, qui est une ancienne agence de détectives privés, qui est en train de se recycler pour vendre à des multinationales ces services d'exfiltration de cadres dirigeants de ses clients en cas d'ouragan, d'aléas climatiques extrêmes, voire de début d'insurrection urbaine. Donc évidemment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et que pour moi, on ne peut pas faire comme si tout le monde avait les mêmes intérêts dans cette histoire, était touché de la même manière et que donc on allait pouvoir tous s'allier dans un grand élan de fraternité face aux défis écologiques. Naomi Klein avait une phrase dans une conférence à laquelle j'avais assisté que j'avais trouvé très bien. Elle disait la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la traduction atmosphérique de la lutte des classes. Je me retrouve parfaitement dans cette phrase de Naomi Klein. Là, toi, actuellement, tu es conseillère régionale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Tu portes aussi donc des idées éco-socialistes. Avec ton expérience du coup en politique, quel levier tu penses qu'il reste ou qu'il y a à développer c'est pas une question facile, pour développer ces idées et voilà, et avancer sur ces questions-là, quoi, plutôt que d'être sans cesse face à des régressions, en fait. Alors, dans le cadre strict de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le président est Laurent Wauquiez, je ne vous cache pas que les marges de manœuvre sont quand même très étroites et que on essaye surtout de freiner la destruction
Alors évidemment, ça ne nous empêche pas de porter des propositions très concrètes, mais avec assez peu d'effets. Voilà, on est encore confronté à des discours qui, moi, me paraissent vraiment, c'est même plus lunaire, mais c'est carrément martien à ce niveau de déni tout autant climatique que social. D'ailleurs, on a vraiment l'impression de ne pas habiter sur la même planète. De manière plus générale, là, il y a eu on a encore eu un rapport récemment qui a été beaucoup repris dans les médias sur des titres un peu chocs. Donc un rapport d'experts et de scientifiques français. Les titres qui ont été beaucoup repris, c'était un risque d'être à plus 7 degrés à la fin du siècle. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce rapport, c'est pas ce chiffre-là, c'en est un autre. C'est la quasi-certitude qu'on sera à plus 2 degrés en 2040. Sachant qu'on est déjà à plus 1 degré. Et que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, au vu de l'inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment, mais aussi des boucles de rétroaction positive, etc. Enfin bref, toujours est-il que voilà, on est aujourd'hui à peu près certain qu'on va prendre 1 degré supplémentaire en moyenne. Ça veut dire beaucoup plus dans certains coins, notamment dans les Alpes, par exemple, pour parler seulement de la France, où le réchauffement est beaucoup plus important et plus rapide en altitude. Donc en 2040, donc demain, dans 20 ans, on aura pris 1 degré supplémentaire. Donc, pour moi, on est évidemment, il faut continuer à essayer de pousser des politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, de limitation de ces émissions le plus possible pour les années à venir. Mais il faut qu'on rentre absolument dans des politiques d'adaptation. C'est-à-dire comment on fait pour faire face à des canicules de plus en plus fréquentes, à des épisodes de sécheresse qui mettent en péril les récoltes alimentaires, notre capacité à se nourrir, comment on met à l'abri les populations les plus fragiles, enfin voilà, à être vraiment dans des choses très concrètes. Et c'est pas parce que je suis de plus en plus... alors moi, j'aime pas parler de pessimisme, parce que pour moi, c'est plus de la lucidité, mais voilà, j'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. J'ai pas envie de dire, il faut qu'on reste en dessous de 1,5 degré. Je pense qu'à cet objectif-là, il est mort. Mais ça veut pas dire que la lutte s'arrête. Parce que en fait, il y aura toujours 1/10 de degré à aller sauver, une espèce d'invertébré, un hectare de terre agricole non bétonnée. Donc des combats, il continue à y en avoir beaucoup. Il faut absolument intensifier nos demandes et puis tout ce qu'on peut faire aussi nous-mêmes au niveau local, au niveau collectif, hein, parce que on peut pas continuer non plus à déléguer toutes nos revendications à un gouvernement qui de toute manière ne les entend pas, sur tout ce qui est relocalisation de la production alimentaire au premier lieu, au premier chef. Moi je trouve que pour moi c'est vraiment une priorité absolue, mais aussi d'économie d'énergie et de production d'énergie notamment renouvelable, avec vraiment des impératifs de sobriété et de décroissance en fait, sans lesquels en fait on ne s'en sortira pas. Donc mais ça veut dire des changements profonds, et ça veut dire surtout des changements qui, plus on attend, plus ils seront brutaux, quoi. Tu parles aussi pas mal de ça dans le livre, et puis ton expérience, je pense au conseil régional, ne doit pas être effectivement simple. Comment, face à tout ça, ne pas céder au repli sur soi, et à la volonté aussi de se protéger, quoi. Comment tu vois ça, toi? La première chose, c'est que moi, comme je le dis souvent, parce que je rencontre beaucoup de gens effectivement qui atterrissent dans des débats publics, des conférences, des lieux collectifs après la lecture de bouquins de collapsologues, de Pablo Servigne et d'autres, et qui, d'une certaine manière, découvrent la collapsologie avant d'avoir découvert l'écologie politique, et n'ont pas de munitions ou de colonne vertébrale politique pour faire face à ça, en fait. Et comme je leur dis souvent, la meilleure consolation, c'est l'action, effectivement, et je pense que, comme je le disais, une des meilleures formes pour réagir à ça, c'est justement de pas rester uniquement dans l'émotion individuelle et de passer à l'action collective. Et c'est ce qui se fait beaucoup et de plus en plus avec tous les mouvements de désobéissance civile qui sont en train de se mettre en place dans le mouvement climat, les actions d'occupation, etc. Donc ça, voilà, c'est vraiment, je crois, une mutation qui est en train de se faire de manière
voilà, moi que je trouve assez passionnante et réjouissante en ce moment. Après, il y a deux autres choses pour moi qui sont importantes. D'abord, c'est moi je me réintéresse du coup pas mal au stoïcisme, au sens philosophique du terme, et je m'y retrouve de plus en plus sur le fait de bien distinguer en fait ce sur quoi on a une prise et ce qui ne relève pas de soi en fait, et d'arrêter peut-être de s'épuiser sur des choses sur lesquelles nous n'avons plus de prise, et de se concentrer sur les choses qu'on peut encore faire dévier ou dérailler. Ce qui permet aussi par ailleurs de pas s'effondrer soi-même justement, et d'être peut-être plus solide face à la marche des événements. Et puis la dernière chose, c'est de garder sa capacité à s'émerveiller, quoi. De trouver des moments justement de ressourcement. Alors après, chacun va les trouver probablement à sa manière, hein. Il n'y a pas de règles en la matière, et moi j'ai toujours un peu du mal avec tous ceux qui viennent nous vendre des manuels de bien-être et de bonheur et de développement personnel. Il n'y a pas de règles. Moi je sais que c'est vraiment des moments qui me sont absolument indispensables, qui sont des moments de lecture de romans, et puis de contemplation aussi dans le Vercors. Voilà, c'est les moments où je me ressource, où je me rappelle à quel point le monde est beau, et à quel point ça vaut le coup justement de se battre encore pour lui, quoi. Je sais pas si on en a j'ai déjà évoqué, mais il y a cette notion très forte de la dignité du présent. Faire des actions, être en lutte, croire à des choses encore, pas parce qu'on pense que ça va changer le monde, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour son éthique personnelle, parfois aussi pour la beauté du geste, quoi. Absolument, c'est vraiment voilà peut-être ce qui m'est le plus précieux dans ce que j'ai voulu exprimer dans ce livre. Et en tout cas, moi, c'est ce qui vraiment me fait tenir, c'est effectivement cette notion de dignité du présent, parce que en réalité, il y a plein de combats qu'on mène, pas parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, mais simplement parce que on pense qu'ils sont justes. Et du coup, je trouve que c'est voilà une aide potentiellement pour plein de gens, parce que on est quand même nombreux, au moins dans les milieux militants, à sentir que les grandes victoires futures sont de plus en plus hypothétiques, mais que pour autant il faut pas abandonner le combat. Et du coup, pour résoudre cette contradiction qui est quand même assez désarçonnante, la dignité du présent, et se dire qu'on fait ça aussi pour justement préserver ce qui peut encore l'être, ralentir la destruction du vivant, et se sentir voilà, contribuer à un ensemble plus vaste, ça me paraît être un moteur en réalité extrêmement puissant. On entend beaucoup depuis quelques mois ou plus qu'il faudrait être désormais beaucoup plus radical ou radicaux face à la destruction du monde, aux combats sociaux, écologiques. Pour autant, j'ai l'impression que le terme on ne sait pas très bien à quoi se réfère cette radicalité, parce que donc radicalité, ça veut dire combattre les problèmes à la racine. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être radical, ou peut-être même qu'est-ce que le contraire de la radicalité finalement? Alors, moi, je trouve aussi que cette notion de radicalité, elle est utilisée parfois un peu à tort et à travers, et que elle est trop souvent confondue avec une forme de radicalisme rigide même, et que du coup, parfois, en fait, elle a plus pour effet de diviser en fait des gens qui devraient s'allier, ou au moins tisser des réseaux de complicité, parce que même s'ils n'ont pas les mêmes modes d'action, les mêmes cultures politiques, ils poursuivent le même objectif, avec des stratégies différentes. Pour moi, la radicalité, comme tu le dis, c'est d'aller s'attaquer aux racines des causes. Et pour prendre un exemple concret qui est voilà,
régulièrement une source de discussion, voire de polémique, c'est la question, par exemple, des multinationales. Est-ce que il faut accepter l'argent de Total ou de Veolia pour organiser des événements sur le climat, par exemple? C'est toute la problématique du capitalisme vert, etc. À partir du moment où on considère que des boîtes comme Total ou Veolia, par le principe même de leur activité, et de leur objectif de rentabilité du capital pour pouvoir rémunérer des actionnaires, sont à l'origine en grande partie de la situation dans laquelle on est, on ne peut pas à la fois se dire qu'il faut combattre les causes et en même temps accepter des complicités avec ceux qui sont majoritairement responsables de la situation. Donc pour moi, la radicalité, elle passe par exemple par le fait de constituer des luttes autonomes de ces lobbies économiques qui, pour moi, sont aujourd'hui nos adversaires et nos ennemis. Et du coup, pour poursuivre sur cette notion de radicalité, moi, ça fait quelques temps que je m'interroge sur c'est quoi ces fameuses racines, et j'en arrive à la conclusion que aussi bien dans les combats, dans tout type de combat, finalement, plus je remonte et plus j'ai l'impression que le problème initial, c'est le principe de domination. La hiérarchisation et la domination entre la nature et les hommes, nature culture, les hommes et les femmes, les personnes racisées et les dominants, etc. Et du coup, je trouve ça quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas plus justement de convergence. Alors pas forcément de convergence des luttes, mais au moins d'union entre les luttes écologistes, féministes, antiracistes, etc. Et aussi qu'il n'y ait pas plus de diversité dans les luttes écologistes, parce que finalement ça reste quand même assez blanc, classe moyenne supérieure. Alors, c'est vrai que je crois qu'on est quand même très nombreux à faire le lien entre tous ces combats-là, et à espérer, à défaut, effectivement, parce que moi, la question de la convergence des luttes, je suis assez dubitative et assez sceptique. Parce que justement, quand tu listes toutes ces questions-là, on parle pas tous du même endroit, avec les mêmes parcours, les mêmes expériences, notamment en termes de répression et d'oppression. Donc du coup, je suis pas sûre que on ait intérêt à forcer une unité qui du coup risquerait d'être de façade. Par contre, moi je parle beaucoup d'archipéliser tous ces îlots de résistance, c'est-à-dire d'essayer de sortir d'une vision continentale. J'ai beaucoup emprunté à Édouard Glissant sur ces questions-là. Une vision continentale qui essaierait de faire rentrer tout le monde un peu de force dans les mêmes cases, d'être tous au même endroit, le même jour, à la même heure, avec les mêmes revendications. Je pense qu'on a atteint les limites de ces tentatives-là. Par contre, se dire que il y a tous ces îlots de résistance qui vont des ZAD aux quartiers populaires, en passant par les petites maisons d'édition libertaires, les différents mouvements climat, les gilets jaunes, etc. D'accepter qu'on est différent, qu'on n'a pas les mêmes tactiques, qu'on n'a pas la même culture, qu'on n'a pas les mêmes positions sur certaines questions par rapport à la question des dégradations d'infrastructures matérielles, par exemple. Mais de se dire, on accepte ces différences, on fait preuve à minima de solidarité, même si elle est dans le silence. En tout cas, on ne se balance pas les uns les autres, on va dire. Et par contre, on essaye de faire en sorte d'avoir une stratégie commune, qui peut passer par des tactiques et des modes d'action différents, mais une stratégie commune. Et j'ai quand même le sentiment que malgré, il y a quand même pas mal de déchirements, de polémiques, de conflictualité entre tous ces mouvements, j'ai quand même l'impression que à force de débats, d'AG, de tribunes interposées, il commence à y avoir une forme de culture de résistance commune qui est en train de se développer depuis quelques mois, un an et demi, avec un corpus commun qui est à la fois intellectuel, politique et activiste,
qui voilà, me semble en tout cas vraiment être en train de se développer et être plutôt sur la bonne voie. Alors évidemment, hein, attention, quand je dis ça, ça doit pas nous faire oublier que ça reste, moi je le crois vraiment très minoritaire et très marginal dans la société et que c'est loin d'être partagé à l'échelle de la population mondiale. Quand on est entouré, parfois on a l'impression que voilà, c'est pour ça que je le rappelle, parce que bon, on voit quand même passer en parallèle de tout ça les records de vente de SUV, le fait que le produit le plus cher au monde, c'est encore la corne de rhinocéros. Enfin, je veux dire, voilà, on est quand même encore très très loin d'un mouvement de masse, mais on commence à avoir un réseau militant au sens large. Qui est divers, varié et qui développe une culture de résistance commune, je pense. Et c'est vrai qu'à ce titre, l'action d'occupation qui a eu lieu au centre commercial Italie 2, qui a duré une journée et une nuit, et où il y avait à la fois des gilets jaunes, le mouvement Extinction Rebellion, Youth for Climate, le comité Vérité pour Adama. Voilà, c'était pour le coup la première fois à ma connaissance qu'on avait une action vraiment d'occupation sur le terrain aussi large. Ça a généré des débats. Mais c'est pas inintéressant justement aussi de générer des débats. Il y a eu dans le centre commercial des AG, des débats politiques qui pour le coup étaient vraiment concrets. Et voilà, moi je trouve ça assez réjouissant en fait de voir ce type d'occupation avoir lieu avec ce périmètre-là et qu'il y ait un petit peu de rugosité, mais tout en étant dans une action commune. Je trouve que c'est intéressant et que ça peut générer des choses utiles pour la suite. Ouais. Et encore une fois, sans se raconter des salades sur l'effet que ça peut avoir de bloquer un centre commercial pendant une journée, parce que c'était une journée géniale qui donnait beaucoup d'enthousiasme et de super moments, de super débats, et voilà, ça donne de la joie quand même. Pour autant, voilà, faut bien remettre les choses à sa place. C'est pas parce que on bloque Italie 2, qui est pas non plus le centre du monde, pendant une douzaine d'heures, que ça va changer la face du monde. Mais pour autant, ça a plein d'effets positifs, quoi. Absolument. Et du coup, je crois qu'il faut vraiment être très clair, comme tu le dis, sur les objectifs. Et de toute manière, très honnêtement, aujourd'hui, moi, je crois plus du tout aux actes décisifs. Je crois pas qu'il y a un acte décisif ou une mesure décisive qui, tout d'un coup, va à la fois sauver la planète, renverser le système. Voilà. Bon, donc, je crois qu'il faut aussi qu'on fasse notre deuil de ça, et que du coup, on mesure maintenant les différentes actions à l'aune à la fois de leur efficacité, mais aussi de leur sincérité. Et du coup, voilà, sans se tromper sur les objectifs de cette occupation, elle a eu le mérite que, d'abord, pour la première fois, plein de personnes qui n'avaient jamais participé à une occupation, ils sont allés, ont mis un premier pas dans ce type d'action, qui est une action illégale, où on est confronté aux forces de l'ordre, où, le cas échéant, on se fait gazer. Et c'est quand même plus facile de le faire quand on est 1000 que quand on est 10, dans un cadre organisé et bienveillant. Donc déjà, ça, pour moi, c'est pas du tout inutile. Ensuite, ça permet quand même d'attirer aussi l'attention, d'alerter et d'apporter d'une certaine manière une forme de légitimité à ce type d'action. Je pense que toutes celles qui ont précédé, toutes les actions de désobéissance qui ont précédé, elles créent aussi ce qu'on appelle une social mood, quoi, une espèce d'ambiance générale dans la société. Moi, je pense que la multiplication de ces actions de désobéissance, elle a aussi pour effet de préparer les esprits et de les convertir petit à petit. Donc ça suffira pas, mais une fois de plus, on a de toute manière aujourd'hui à notre disposition toute une palette d'actions qui sont toutes nécessaires mais non suffisantes. Et donc la réalité, c'est qu'il va falloir le prendre par tous les bouts possibles. Alors, pour conclure ma question classique, comment parviens-tu à cultiver la joie malgré tout ça, ou avec tout ça ? C'est très intime comme question.
ma source de joie principale et en tout cas ce qui me permet de tenir sur un rythme quand même de déplacement, d'intervention, de rencontres assez important. C'est vraiment le fait d'avoir un refuge où je peux m'extraire de tout ça dans des paysages magnifiques qui sont ceux de la vallée de la Drôme et du Vercors, et d'avoir des espaces de silence et de solitude, quoi, qui régénèrent, qui ressourcent et qui permettent de repartir affronter le monde. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Alexia. Merci beaucoup à Corinne Morel-Darleux pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. Rendez-vous sur présage.fr et sur les réseaux sociaux. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.